Allez, moi j'enchaîne, je vous présente un topo sur les urgences neurosensorielles qu'on peut retrouver en ORL, donc suavité brusque, vertige et paralysie faciale. D'abord, on va commencer par un petit cas clinique. C'est une dame de 60 ans qui n'a pas d'antécédent, qui depuis 24 heures a un grand vertige rotatoire continu, apparu brutalement avec nausées, vomissements. Elle vous dit qu'il n'y a pas de facteur positionnel. Comment vous interrogez la patiente? C'est très simple, elle n'a pas d'antécédent, elle a un grand vertige avec nausées, vomissements. Comment tu interroges la patiente? La durée, très bien. Quoi d'autre? Oui, très bien. C'est positionnel ou pas? Ouais, c'est difficile à dire, le sens du vertige. Très bien. Donc, toi, tu dis les signes associés. Donc, il y a hypoacousie, mais il n'y a pas que. Acouphène, très bien. Et l'autre, nausées, vomissements, très bien. Plénitude d'oreille. Voilà, céphalée, raideur de nuque ou douleur à la nuque. Très bien, en signe associé, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce que vous demandez d'autre? Ouais, si c'est le premier épisode ou pas. Donc, en fait, tu lui demandes ses antécédents, ses traitements. Bon, c'est pas mal, vous avez dit pas mal de choses, je vais vous aider un peu. D'abord, il faut bien faire caractériser au patient qu'est-ce qu'il ressent. Parce que beaucoup de gens, 10% des gens qui se présentent aux urgences, vous disent qu'ils ressentent un vertige. Pour la plupart, c'est pas vraiment ce qu'on appelle vraiment un vertige, c'est-à-dire une sensation erronée de mouvement. Ça peut être des malaises, des flous visuels, une sensation de pseudo-ébriété. Ça, il faut bien le faire préciser au patient. Il faut être précisé les antécédents. Ce qui est très important, c'est les antécédents otologiques. Est-ce qu'ils ont déjà eu des maladies d'oreille? Est-ce qu'ils ont déjà été opérés à l'oreille? S'ils ont les facteurs de risque cardiovasculaire, parce que c'est ce qui va être en faveur d'une cause centrale, enfin c'est un des arguments. Est-ce qu'ils ont un terrain migraineux, parce qu'on sait que les migraineux font des vertiges, et quels sont leurs traitements, parce qu'on a des traitements qui sont inducteurs de vertige. Ce que vous avez dit, c'est qu'il faut caractériser la durée, l'intensité, la fréquence des facteurs déclenchants et rechercher les signes associés. Donc ça, vous avez été assez bon, vous l'avez dit. Comment vous l'examinez? Chloé, toi qui as passé la matinée à examiner des vertiges avec nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, audiométrie tonale, c'est pas mal. Aux urgences, on n'a pas trop accès à l'audiométrie tonale, on fait juste une acoumétrie. Ok, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Otoscopie, très bien. Avant de faire un VHT, qu'est-ce que j'ai fait au patient? J'ai fait un examen neurologique. J'ai vérifié qu'il n'y avait aucune atteinte de perte crânienne. Je recherchais un syndrome cérébelleux. C'est très important. La moindre anomalie à l'examen neurologique, c'est un drapeau rouge pour vous. Il faut que le patient soit vu par un neurologue et qu'il ait une imagerie cérébrale. Quoi d'autre? Ouais. Très bien. Avant de faire les manœuvres, parce que du coup, c'est ça induit des vertiges et que les patients vont être mal, je finis mon examen avant. Donc, je leur fais une étude de la déviation posturale. Au mieux, je leur fais un Fukuda ou une marche en aveugle. Si jamais je n'y arrive pas, je leur fais un Rombert ou une déviation des index, vraiment, ils ne sont pas mobilisables. Ensuite, vous l'avez dit, je recherche un nystagmus. Il faut le rechercher avec une vidéo nystagmoscopie. Au moins des lunettes de Frenzel, au mieux un appareil de VNS infrarouge. C'est très très important parce que la plupart des nystagmus ne seront pas révélés directement à l'examen direct. Il faut une vidéo nystagmoscopie, j'insiste beaucoup dessus. Si jamais vous n'avez pas de nystagmus spontané, il faut rechercher si on ne peut pas le révéler. On le révèle le plus souvent par un head shaking test. Donc vous bougez la tête du patient vers la droite, vers la gauche une vingtaine de fois, rapidement, pour révéler un nystagmus. Vous pouvez faire un signe de la fistule en appuyant sur le tragus. Vous pouvez utiliser un vibrateur qu'on n'a pas aux urgences. Et puis, si jamais, malgré ça, vous n'avez toujours pas de nystagmus, vous pouvez le provoquer grâce à des manœuvres. Manœuvre posturale la plus connue pour le canal semi-circulaire postérieur, c'est la manœuvre de Dick-Solveig. Je ne vais pas vous la décrire ici, ce n'est pas la question. Il faut aussi faire une manœuvre de roue. Très bien. Deux dernières choses que j'ai oublié de vous dire. Toujours dans l'examen neurologique, en fait, ça rentre, il faut rechercher une skew deviation. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et il faut faire, toi tu as parlé, Chloé, de VHIT. On fait un HIT parce qu'on n'a pas la machine pour faire un VHIT aux urgences. On fait vraiment un Head Impulse Test que je vous décrirai aussi un peu plus tard. Donc, voilà la patiente. On vous dit, l'autoscopie est normale, l'examen neuro était normal, et il n'y a pas de signe associé. Vous faites un Rombert, elle dévie à droite, et voilà ce que vous observez en VNS. Je vais vous montrer un nystagmus, vous allez me le décrire.
première image. Super, je vous laisse bien regarder, puis après vous me direz ce que vous en pensez. Allez, j'arrête là, c'est déjà pas mal. Deuxième image. Allez-y, les externes. Qu'est-ce que vous pensez de ce nystagmus? Très bien. Horizontal gauche, c'est très bien. Dans les trois positions du regard, donc les regards au centre, à droite ou à gauche, c'est toujours un horizontal gauche. Alors, harmonieux, tu ne parles pas d'un nystagmus harmonieux, tu parles d'un syndrome vestibulaire harmonieux, et avoir juste un nystagmus, ça ne te dit pas si c'est harmonieux ou pas. Il faut que tu compares aux déviations. Mais je te parle là juste du nystagmus. Les internes, vous voulez peut-être les aider, parce que c'est un peu plus difficile. Bon, s'il est dans les trois positions du regard, il est de quel grade de sévérité, enfin de quel grade d'intensité, selon Alexander? Merci Quentin, merci Isaline. 3. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non. En fait, les patients sont dans le noir, on leur met une petite lumière, ils fixent la lumière, c'est la fixation oculaire. Et qu'est-ce qui se passe à la fixation oculaire? Il est inhibé à la fixation oculaire. Donc ça, ce sont des critères qui sont en faveur d'une origine périphérique du nystagmus. Et je vous demande quel est le diagnostic que vous portez à ce stade? Non. Tu ne peux pas dire névrite direct. Par contre, tu peux dire que c'est un syndrome qui est vestibulaire, qui est périphérique, parce qu'il est comment? Pourquoi il est périphérique? Parce qu'il est complet et harmonieux. Je vous l'explique un peu plus. Alors, normalement, il n'y a pas les images qui viennent se mettre en plein milieu de mon diapo, mais là, je n'ai pas pu. C'est complet parce qu'il y a l'association des 4 signes de vertige, donc l'impression d'avoir des vertiges, les déviations posturales, le nystagmus et les nausées vomissements. Si vous avez les 4, c'est que c'est complet. Si c'est harmonieux, c'est que les déviations de phase lente dévient tous vers le même côté. Si je dis ça, ça veut dire que le nystagmus bat dans le sens inverse des déviations posturales. Ça, vous le verrez un peu tranquillement parce que je dois aller un peu plus vite. Et donc, si vous avez un syndrome vestibulaire qui est complet et harmonieux, vous avez un syndrome vestibulaire qui est périphérique et le côté vous est donné par la phase lente du nystagmus et ou par la déviation posturale. Vous avez fini d'examiner la patiente et en lui enlevant son masque, vous remarquez qu'en fait, elle a aussi une paralysie faciale droite. Vous lui posez quelques questions en plus et elle vous dit qu'elle a oublié de vous le dire, mais qu'elle a aussi une hypoacousie, toujours à droite. Donc, vous avez un syndrome vestibulaire à droite, périphérique, une paralysie faciale droite et une surdité droite. Concernant la paralysie faciale, comment vous complétez l'examen clinique, en plus de ce qu'on a fait? En plus de ce qu'on a fait. Tu ne peux pas faire de réflexe sapédien à l'examen clinique. Bon, je vais vous aider un peu. Vous recherchez une éruption, en tout cas, vous examinez les oreilles, vous recherchez une éruption au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. Vous gradez l'échelle de sévérité de la paralysie faciale sur les territoires supérieurs et inférieurs pour vérifier qu'elle est bien homogène et qu'elle touche les deux territoires. Vous recherchez une dissociation automatico-volontaire et vous recherchez une hyperacousie douloureuse qui sera un signe de dysfonction du réflexe sapédien, une sécheresse oculaire ou une dysgeusie. Voilà. Si jamais vous avez le territoire supérieur qui est épargné ou si jamais vous avez une dissociation automatico-volontaire ou n'importe quel signe neurologique associé, c'est plutôt une paralysie faciale centrale. Vous avez ici l'échelle de House-Brackmann que vous regarderez tranquillement à la maison. Je vous dis que la paralysie faciale, elle est droite et périphérique. Et je vous montre une photo de l'audiométrie. Comment vous pouvez caractériser cette audiométrie? Alors, c'est une surdité de perception droite, parce que les courbes en aérien et en osseuse sont superposées. Très bien. Et voilà une photo de l'oreille de la patiente. Qu'est-ce que vous voyez? On ne voit pas très bien. Je vous dis, vous avez une éruption au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. Voilà. Quel est votre diagnostic? Tout le monde l'a dit, c'est un zona auriculaire avec un syndrome vestibulaire périphérique et une paralysie, une surdité homolatérale. Les trois ensemble, les internes, ça donne un syndrome de Sicard. Très bien. Qui est un zona du paquet acoustico-facial. Comment on le prend en charge?
Alors, il faut hospitaliser le patient, je vous conseille, devant un syndrome de Sicard, parce qu'il faut avoir un traitement un peu maximaliste pour ces patients. Il y a plusieurs atteintes de nerfs crâniennes, donc on vous conseille de faire une IRM cérébrale pour ne pas passer à côté de quelque chose de neurologique. Vous lui faites un bilan qui comporte une NFS, un ionogramme, un bilan clinique, une glycémie à jeun, une fonction rénale, des sérologies VZV et ACSV, et selon le contexte, une sérologie Lyme, VIH, syphilis. Vous le traitez par corticoïdes parce que c'est ce qui va permettre une meilleure récupération en diminuant l'inflammation. On conseille 1,5 mg kg pendant 5 jours. Et un traitement antiviral, vu qu'on est devant un zona, il faut un traitement maximaliste, 1 gramme 3 fois par jour pendant 15 jours. Si ce n'était pas un zona, c'est 7 jours. Vous adaptez à la fonction rénale parce qu'il le faut. Par rapport au vertige, vous mettez un traitement symptomatique des vertiges. Si jamais le patient n'arrive pas complètement à fermer l'œil, n'oubliez pas le traitement ophtalmo avec les larmes, la pommade et le pansement. Il faut à la sortie qu'il ait une prescription de kinésithérapie pour rééducation vestibulaire et faciale. En attendant qu'il voit le kiné, il peut s'aider d'une fiche d'auto-exercice que vous allez lui remettre. Il faut qu'il sorte aussi avec une ordonnance pour faire une IRM des angles pontocérébelleux, conduit auditif interne, oreille interne et trajet du 7 sans urgence, à la recherche d'un neurinome ou d'une anomalie. Non, même si tu as fait l'IRM. Alors, Marie Duquesne nous demande, c'est si on n'a pas fait l'IRM à la base. Même si tu as fait l'IRM à la base, ce n'est pas les mêmes séquences d'IRM. Une IRM cérébrale, ça va être une diff fausse post avec des séquences flair. Une IRM APC, ce ne sera pas du tout la même chose. Alors, pour préciser un petit peu le propos, en gros, c'est si vous avez... Charles veut faire préciser un peu le propos. Il dit que c'est surtout si on a une vertige plus surdité brusque et qu'il n'y a pas de vésicule qu'il faut bien faire l'IRM cérébrale. Si on a des vésicules, on est quasiment sûr que c'est périphérique et que c'est un zona, on n'aura pas forcément de faire de l'IRM. Là, les nouvelles recommandations pour la paralysie faciale. Charles dit aussi qu'il y a des nouvelles recommandations pour la paralysie faciale à frigorée, que dans ces recommandations, on dit que s'il y a un grade 5, grade 6 d'échelle de House-Evertman, il faut faire 2 mg kg jour de corticoïdes, et en dessous de grade 5, c'est 1 mg kg. 2 mg kg jour pour le grade 5. Alors, il y a des recommandations dans le service que vous devez connaître. Là, on vous montre la recommandation sur le protocole sur les vertiges. Un vertige, pour les urgentistes, il faut obligatoirement qu'il y ait un nystagmus à l'examen clinique. Ils doivent vous dire comment est le nystagmus et est-ce qu'il y a les autres composantes de l'examen vestibulaire. Ils doivent absolument avoir examiné le patient sur le plan neurologique et les paires crâniennes, c'est leur boulot, et d'avoir recueilli s'il y a des signes associés. Il faut aussi qu'ils fassent une otoscopie. Ils appellent l'interne, si jamais ils sont devant des vertiges ORL typiques, ils doivent appeler l'interne d'ORL, sinon l'interne de neurologie. Et entre 8h30 et 17h, c'est-à-dire en heure ouvrable du lundi au vendredi, l'interne de garde s'arrange avec l'interne d'exploration pour que le patient soit pris en charge le plus vite possible. Donc c'est l'interne de garde qui fait le boulot. Et si jamais il est complètement bloqué, il s'arrange avec l'interne d'exploration. Il faut dire à l'urgentiste qu'il peut mettre un traitement d'appoint pour aider le patient si jamais on suspecte une névrite vestibulaire. Donc pendant qu'il patiente pour qu'il se sente mieux, c'est Tanganil 500 x 3. Les corticoïdes, donc à 1 mg kg jour pendant 5 jours. Un anti-vomitif, donc le Zofren, ça marche bien, 2 fois par jour. Et il peut lancer un bilan bleu. Charles dit que pour faire sortir un patient, il faut obligatoirement mettre les Zofren sur ordonnance d'exception, sinon après, la pharmacie ne les délivrera pas. Oui, non, mais vous avez l'ordonnance de sortie. Les Zofren, c'est important que ça soit vraiment ce médicament parce qu'il y a une activité. Il dit que le Zofren, il faut absolument que ce soit ce médicament-là parce qu'il a une activité antivertigineuse en plus de l'activité antiémétique. Définition du syndrome vestibulaire. Alors pour vous, quelqu'un qui a un vertige, c'est obligatoirement une illusion de mouvement alors que normalement l'environnement est statique. Il se manifeste par des vertiges, il est souvent associé à des nausées, vomissements. Faites attention aux faux vertiges, j'en ai déjà parlé. Je vais aller très très vite sur l'interrogatoire parce qu'on a déjà vu dans le cas clinique, donc je ne vais pas me répéter, mais vous l'avez en entier sur les fiches qui vous ont été envoyées par mail en début de semestre. Pareil pour l'examen clinique, je vais passer vite parce qu'on l'a vu dans le cas clinique. N'oubliez pas de bien l'examiner
le patient sur le plan neurologique, même si l'urgentiste l'a fait, c'est pas forcément bien fait. N'oubliez pas de rechercher un syndrome cérébelleux. N'oubliez pas de bien rechercher une déviation posturale. Il faut faire tout ce qui a déjà été fait pour vérifier que les choses soient bien reproductibles et qu'on ne vous ait pas soit menti, soit qu'on ait mal examiné le patient. Et ce que vous devez absolument faire et que les urgentistes ne savent pas bien faire, et donc c'est là où votre rôle est primordial, c'est de réaliser un INS+. Le INS+, c'est un acronyme pour 3 choses. HI pour Head Impulse Test, N pour nystagmus, TS pour Test of Skew. Donc, il faut examiner le nystagmus du patient, bien donner ses caractéristiques, sa forme. Horizonto-rotatoire, ce sera plutôt périphérique, unidirectionnel, inhibé par la fixation oculaire, majoré au head shake test et conjugué des deux yeux. Si vous n'avez pas ces caractéristiques-là, si vous avez le moindre caractéristique en faveur d'une cause centrale, il faut pas considérer le patient comme étant périphérique, il faut considérer le patient comme étant central et le montrer au neurologue. Donc ça, c'est pour le nystagmus. Il faut aussi rechercher un gaze nystagmus. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est le fait qu'il y a un nystagmus qui bat à droite dans le mouvement de l'œil vers la droite et qui bat à gauche dans le mouvement de l'œil vers la gauche. Donc c'est un nystagmus multidirectionnel. On recherchera les manœuvres de Dix-Salpike, on fera les manœuvres positionnelles si on n'a pas de nystagmus spontané. Et il faut faire un HIT. Le HIT, c'est un examen qui étudie le réflexe vestibulo-oculaire. Vous demandez au patient de regarder le bout de votre nez. Vous lui faites des saccades rapides vers la droite, vers la gauche avec sa tête. Il est censé, normalement, s'il n'a pas de déficit vestibulaire, toujours regarder le bout de votre nez. Il n'est pas censé dévier les yeux et rattraper son regard. D'accord ? S'il y a un déficit vestibulaire, les yeux vont dévier avec le mouvement de la tête et il rattrapera son mouvement des yeux par une saccade vers votre nez. Si jamais il y a une saccade de rattrapage, c'est en faveur de quelque chose de périphérique. Si jamais il n'y a pas de saccade de rattrapage, donc si jamais le Head Impulse Test est normal, c'est en faveur de quelque chose de central. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est un test de Test of Skew. Donc un Test of Skew, vous cachez un des deux yeux du patient et quand vous enlevez le cache, il va y avoir ce qu'on appelle une diplopie verticale. Il va y avoir un œil qui reste stable et un autre œil qui va être en bas et qui va remonter tout doucement. Si jamais il y a une diplopie verticale au test of Skew, c'est en faveur d'une origine neurologique. Donc vous faites ces 3 choses, vous vérifiez le nystagmus, s'il y a un gaze ou s'il n'est pas en faveur d'une cause périphérique, c'est pas normal. Si le HIT est altéré, c'est bien, sinon c'est pas normal. Et s'il y a une diplopie verticale au test of Skew, c'est pas normal. Et c'est le plus important, ça a été décrit par cette personne qui est Newman Tucker, qui est un neurologue américain, qui a remarqué que l'IRM chez un patient qui a un syndrome vestibulaire dans les 48 premières heures, vous avez 50% de chances de passer à côté de l'AVC. Et c'est pour ça que cet examen clinique que je vous décris aujourd'hui, il est prioritaire et incontournable. Même si un IRM est normal, si vous êtes dans les 48 premières heures et que votre clinique est en faveur de quelque chose de central, il faut considérer le patient comme ayant une cause centrale. Voilà, le INS est au centre de la prise en charge des vertiges aux urgences. Et sachez que si un INS est positif, le risque d'AVC il est multiplié par 15 chez le patient, la probabilité qu'il fasse un AVC, avec une sensibilité de 95%. Donc c'est un très 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 bon test qu'il faut que vous utilisiez, il faut que vous sachiez utiliser. Voilà, je vous montre pas, c'est ce que je vous ai décrit à l'oral, mais vous les regarderez tranquillement, c'est les algorithmes de proposition de prise en charge, mais c'est exactement ce que je vous ai décrit à l'oral. Et ça, c'est le parcours patient aux UTEC, mais vous le regarderez aussi tranquillement. Si c'est une névrite vestibulaire, le traitement, je l'ai déjà décrit. Puis vous avez les consignes à faire réaliser pendant l'hospitalisation. Donc, globalement, ils doivent le plus précocement possible se lever. Ils doivent avoir une audio précoce, une consultation avec Mme Bipoulet, puis après la prescription de l'IRM, de la kiné vestibulaire, de l'arrêt de travail et une consultation de contrôle. Mais tout ça, je passe très vite pour vous parler de la paralysie faciale. Paralysie faciale, vous connaissez très bien. Il faut examiner le patient au niveau neurologique, faire une otoscopie, une acoumétrie, grader en fonction de l'échelle de House et Brackman et rechercher les signes associés. Globalement, les paralysies faciales, c'est très souvent périphérique. C'est central quand il y a un signe neurologique associé, quand il y a une dissociation automatique volontaire, quand le territoire supérieur est épargné. Pourquoi le territoire supérieur, il ressent une innervation bilatérale. Et donc, quand vous avez un AVC d'un côté, il y a l'autre côté qui continue à innerver le territoire supérieur. Donc, vous avez l'occlusion de l'œil globalement qui se fait normalement avec le patient à le bas du visage dévié.
Le protocole, vous le regarderez aussi tranquillement pour pas que je lui passe trop de temps, mais globalement, il faut faire une otoscopie, un examen cervico-parotidien, neurologique et des paires crâniennes. Si tout ça est normal, on dit que c'est a priori idiopathique ou affrigoré. À ce moment-là, on fait sortir le patient avec des corticoïdes, un traitement oculaire si besoin, si jamais il n'arrive pas à complètement fermer l'œil, et de la kiné avec la petite fiche d'auto-exercice. N'oubliez pas de le reconvoquer en consultation ORL, en général dans un délai de 15 jours, en faxant la petite feuille que je vais vous montrer tout à l'heure. Si jamais il y a la moindre anomalie à l'autoscopie ou s'il y a des signes associés, il faut appeler l'interne de garde. Il faut que vous-même, vous re-regardiez l'autoscopie et vérifier qu'il n'y a pas une pathologie au niveau de l'oreille moyenne qui peut induire cette paralysie faciale. Si jamais l'œil est rouge douloureux, faites attention, c'est peut-être un début de kératite et il faut l'adresser à l'ophtalmologue pour qu'il l'examine. Et voilà le traitement que vous devez mettre. Donc la corticothérapie, Charles a déjà dit qu'il y a une petite modification avec la nouvelle recommandation. Le traitement antiviral, on en a déjà parlé, le traitement ophtalmo aussi. Et n'oubliez pas de les faire sortir aussi avec un bilan biologique et une IRM cérébrale et du conduit auditif interne et du trajet du 7 intraparotidien sans urgence, de même façon que pour les névrites vestibulaires. Oui. Moi, je le mets tout le temps, Charles. Ouais, alors la question c'était est-ce qu'on met toujours le valacyclovir? Charles a dit oui, sauf pour les névrites. Voilà la petite fiche d'autorééducation qu'il faut remettre aux patients. En général, les urgentistes la connaissent bien. Et enfin, 2-3 dernières diapos pour vous parler de la surdité brusque. C'est l'apparition depuis plus de 24 heures d'une surdité de perception sans cause évidente. Il faut qu'il y ait au moins 30 décibels de perte sur 3 fréquences successives. Elle s'oppose aux surdités d'apparition brutale avec une cause évidente à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Examen clinique égale otoscopie. S'il vous plaît, il faut vraiment que le patient ait une otoscopie dès qu'il y a une surdité brusque. On ne considère pas que c'est forcément une perception et que le tympan est normal. Les hypothèses, elles sont variées. Probablement, elles s'entrecroisent. Ça peut être viral, microcirculatoire, pressionnel, comme des hydrops auto-immuns ou génétiques. Et ça touche 5 à 20 patients pour 100 000 habitants avec un sexe ratio à 1 et un âge moyen de 50 ans. Il y a plusieurs tracés qui sont possibles en audiométrie. Globalement, vous allez retrouver des gens qui vous disent que les tracés de type A sont de meilleurs pronostics que les tracés de type E. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est juste pour corriger ça. En fait, on ne peut pas vraiment savoir si le patient il va récupérer ou pas sans vraiment l'avoir recontrôlé en consultation à 7 jours. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, un urgentiste reçoit un patient qui a une surdité brusque aux urgences. Il doit absolument l'interroger et l'examiner en faisant une otoscopie. Si il fait le diagnostic de surdité unilatérale brusque, il doit, entre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, l'envoyer en consultation ORL pour qu'il ait une audiométrie et qu'il soit géré entièrement par l'interne d'expo sans passer par l'interne de garde. Si on est en dehors de ces heures ouvrables, c'est l'interne de garde qui régule le patient. Si vous savez faire une audiométrie, on peut que vous encourager de la faire. Si vous n'avez pas le temps ou si jamais vous ne savez pas la faire, au moins mettez un coup de diapason pour faire un Weber et vérifier que c'est bien une surdité de perception. Le traitement, après, vous le connaissez, c'est la corticothérapie à 1,5 mg/kg pendant 5 jours. Il faut bien leur donner l'ordonnance d'IRM et bien le bilan biologique. Globalement, l'IRM et le bilan biologique, il faut le donner systématiquement à tout patient qui a une surdité brusque, une paralysie faciale ou un vertige que vous voyez aux urgences. C'est dans les recommandations, maintenant, il faut vraiment faire l'IRM. À la recherche d'un schwannome, en gros, il y a des schwannomes qui se manifestent par une surdité brusque. Et vous n'oubliez pas de faxer la petite feuille que je vais vous montrer tout de suite pour que le patient soit vu en consultation d'ORLB dans 7 à 10 jours. Si jamais il n'a pas entièrement récupéré, on peut être amené, nous, à leur mettre des injections transtympaniques de corticoïdes en espérant que la récupération se complète. Voilà la petite fiche, il y en a plein aux urgences. Il faut mettre le motif de passage, si vous l'avez vu ou pas, et le délai que vous souhaitez de rendez-vous. Il le faxe au numéro qui est là et il sera régulé par un chef de clinique pour qu'il puisse donner le rendez-vous optimal. Ma bibliographie, je tiens à vous dire qu'il y a un super topo qui a été fait au congrès de la SFORL qui vous parle de la conduite à tenir en urgence pour les vertiges. Il est disponible sur le petit lien que vous aurez. Il faut juste que vous ayez été inscrit au congrès quand il a eu lieu pour que vous puissiez revoir le cours. Et il est très très bien et il vous explique plein de choses. Merci. Des questions? Super difficile à traiter un peu de temps, mais globalement, en fait, en take-home message, en gros, vous êtes le leader en fait, de la structuration
surtout pour les vertiges, donc, tout ce qui est neuro-processus. Charles dit que le take-home message, c'est que vraiment, il faut traquer l'anomalie neurologique et le montrer au neurologue et éviter que ces patients-là rentrent en hospitalisation ORL parce qu'après, ils peuvent un peu décrépir chez nous et ne pas être bien pris en charge. Il peut aussi développer des signes neurologiques pendant l'hospitalisation et devenir grave. Concernant la surdité brusque, il dit que pour la sinus lundi, mardi et mercredi, il y a un protocole d'étude sur un nouveau traitement qui peut être proposé aux patients. Il faut pour cela que l'interne qui voit le patient contacte soit le professeur Benaï, soit Charles. Il dit que pour les paralysies faciales de l'enfant, il faut absolument que l'autoscopie soit seniorisée, parce que si jamais c'est une otite moyenne aiguë, il y a une grosse perte de chance si le patient, on passe à côté. Si l'enfant, on passe à côté. Et il insiste dessus. Autoscopie seniorisée. Avec le chef d'astreinte. Soit ça se passe en fait une journée et tu t'appelles de la péridie et là tu as le chef de si jamais ça se passe en journée, il encourage à solliciter les chefs d'ORL pédiatrique qui consultent sur ADV pour éviter de déplacer l'enfant. Et si jamais c'est la nuit ou le soir, il faut si personne ne peut le voir, il faut le reconvoquer absolument le matin pour qu'il soit vu par un chef. Voilà. C'est bon ? Du coup, quelqu'un a demandé si jamais il y a un diagnostic de titre, qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse est parasynthèse. Prélèvement bactériaux, parasynthèse, hospitalisation et traitement antibiotique. Il invite tout le monde à bien lire les protocoles, bien les connaître. Sinon, après, ça fait des coacs, des patients qui ne récupèrent jamais parce qu'ils sont vus très tard.